Moi, je viens en soutien à une liste, mais je viens en soutien à une femme. Je viens en soutien à Leïla. Comme elle l'a dit, on s'est rencontrés à l'automne 2011. C'était au moment de la mode du triple A. Vous savez, c'est un moment où bon, tout pouvait s'effondrer, foncer dans le mur écologique, des usines entières de détruites, mais par contre, il fallait garder le triple A. Ça me fait un peu penser à ma mère quand on partait en vacances. Parce que quand on partait en vacances, il fallait qu'on soit bien lavé, bien habillé et tout ça, au cas où on aurait un accident, vous voyez. On imagine la bouillie que ça serait, mais au moins on avait les pieds propres. Et c'est un peu pareil quand il s'agit de garder le triple A au moment où on fonce dans le mur écologique, par exemple. Bon, là, Leïla, elle avait comme chouchou, ce soir c'est Juncker, mais elle avait comme chouchou Marc Ladré de la Charrière, qui est devenu célèbre depuis pour sa générosité à l'égard de Pénélope Fillon. Je ne sais pas si vous vous souvenez, bon, 5 000 € par mois pour rien faire, mais il était beaucoup moins généreux à l'égard des salariés des Français, puisqu'il considérait qu'ils devaient travailler près de 50 heures par semaine, partir à la retraite plus tard, et eux payer moins d'impôts pour les riches, mais plus d'impôts. Enfin voilà, donc c'était son programme. Et donc il remettait le prix du livre économique à Bercy, et j'avais choisi Leïla comme stagiaire. Elle était venue avec un de ses copains, Victor était venu avec un de ses copains, Victor. Donc j'avais 2 stagiaires pour France Inter ce jour-là. Et je les ai vus débarquer. On s'était mis d'accord plus ou moins sur le scénario avant, mais je les ai vus débarquer avec une espèce de serpillière qui était supposée être une banderole à Bercy. Et Leïla tout seul, donc dans ses tribunes, avec des nœuds papillons et des cravates et des costumes partout, ça pouvait ressembler un petit peu à l'Assemblée nationale. Elle est descendue en bas et elle a dit, j'ai retrouvé l'émission, elle a dit, elle est allée voir Marc Ladré de la Charrière et elle a dit la Charrière candidat, la Charrière président, parce qu'il s'agissait que... Alors attendez, où est-ce qu'il est mon paplard? Mais elle lui disait, tant qu'à faire, puisque vous avez un programme, puisque vous l'appliquez, on aimerait autant que vous soyez président et que ça ne se passe pas derrière des marques. Donc elle avait monté, disait-elle, le comité de soutien de Marc Ladré de la Charrière, qui était un peu étonné par la tournure des événements. Et ils se sont fait virer, mais lui, je crois qu'il comprenait toujours pas si c'était du lard et du cochon, si vraiment on voulait qu'il soit président ou si on voulait pas qu'il soit président. Et quand il y a une scène comme ça qui se déroule, vous savez que vous avez une députée. Bah oui. Parce qu'elle est prête à affronter la solitude. Moi, j'avais honte. Putain, je savais pas où me mettre. Là, t'es avec sa serpillière, là, la Charrière président marqué dessus, Leïla qui y allait. Moi, j'étais avec mon micro, mais un peu penaud, quoi. Et elle, ça, c'est une députée. Parce qu'elle va pas se dégonfler. Parce que même si elle est seule face à 120 personnes, elle va aller défendre son bout de gras. Et c'est à ça qu'on les reconnaît. Voilà. C'est pas des compétences. Ce qui est vachement important aussi, c'est une attitude. Et donc je suis convaincu que moi, Leïla, elle saura tenir tête à Juncker et à tous les petits soldats de Milton Friedman qui se trouvent à Bruxelles. Comme Leïla disait, la Charrière président, moi je dis Juncker président. Moi j'espère que tu vas œuvrer à son renouvellement à la tête de la Commission européenne. Il faut qu'il le reste. Moi, je veux militer pour son maintien. J'aime la franchise. J'aime la clarté du projet. Si c'est oui, on dira on poursuit. Si c'est non, on dira on continue, disait-il en 2005. Tu l'as rappelé. C'est franc du collier. C'est sans chichi. Il ne peut pas y avoir de démocratie contre les traités européens. C'est franc du collier. C'est sans chichi. Quand on nous met comme président de la Commission européenne le Premier ministre du Luxembourg entre 1995 et 2013, c'est franc du collier, c'est sans chichi, on y va, on sait où on est dans l'Union européenne. Donc bon, il y a eu la révélation comme quoi il avait aidé 1000 entreprises, dont Amazon et McDo en tête, à s'installer au Luxembourg, qu'il avait miné la fiscalité, qu'à chaque fois qu'il y avait un début de projet, de directive, de machin européen, il avait, quand il était Premier ministre, été posé son veto là-dessus. Quand il y a eu ces révélations, c'est-à-dire les LuxLeaks, le Luxembourg s'est appliqué à poursuivre, à inculper et condamné en première instance, notamment le lanceur d'alerte Antoine Deltour. Il a été condamné en première instance à 12 mois de prison. Heureusement, il y a eu la Cour de cassation derrière.
Et qu'est-ce qu'on lisait dans les Échos? On lisait que que les révélations des LuxLeaks ont sapé une partie de la légitimité de Juncker. Vous voyez, c'est leur langue. Là, c'est sur Arte, donc pourtant c'est pas les Échos, c'est pas le journal de Bernard Arnault, mais le fait qu'il ait aidé, et c'était montré dans les LuxLeaks, 1000 entreprises à s'installer au Luxembourg, à en faire un paradis fiscal, à miner la fiscalité européenne, ça veut dire des tas d'écoles, des tas d'hôpitaux, des tas de palais de justice qui ne sont pas construits et dans lesquels on ne travaille pas, ça se traduisait par, ça laisse planer un sérieux doute quant à la motivation réelle du président de la Commission européenne à s'attaquer au problème de l'évasion fiscale. Vous voyez, on peut avoir un sérieux doute. C'est pas ce mec-là, il faut le mettre en tôle. Ce mec-là, il faut lui enlever ses lacets, il faut lui enlever sa cravate, il faut lui enlever sa ceinture et il doit faire de la garde à vue. C'est ça qu'on devrait lire dans les journaux. C'est ça, et non, là, ça laisse planer un doute. Putain, excusez-moi. Donc, parce que oui, il est parti, nous disait-on, en croisade contre l'évasion fiscale. J'ai pas vu d'armée qui avait été levée pour ça, mais il est parti en croisade. Je veux dire, c'est Al Capone qu'on nomme responsable de la police de Chicago, quoi. C'est Rocco Siffredi qu'on met gardien d'un harem. Mais moi, j'aime quand le foutage de gueule est aussi clair. On a là un épouvantail géant. Vous savez, moi, les autres, ils m'emmerdent un peu, là. Delors, j'ai retracé du Delors, tu vois, bon. Ah, on aurait dû faire plus de social. On aurait dû commencer par la culture. Attends, quelle bande de neuneux, ils avaient qu'à le faire. Ils l'ont pas fait. On a l'autre, il est franc du collier, on commence, on va rien faire contre l'évasion fiscale. On va vous le mettre dans l'os. Moi, je trouve que c'est franc du collier. Et c'est pour ça que j'espère, Leïla, que pour qu'on ait une clarté du projet européen, tu vas militer pour le maintien de Jean-Claude Juncker à la tête de la Commission européenne. Ouais. Vous savez, par exemple, parce que l'autre qui serait pressenti, vous savez, il y a une espèce de fierté nationale comme ça. L'autre qui serait pressenti, c'est Michel Barnier, vous voyez. Et alors là, on se sent fier d'être français dans ces moments-là. Voilà, on en a un, vous savez, parce que finalement, c'est le rôle de la France que d'être le masque de l'Allemagne, que d'être le bon petit soldat de l'Allemagne au niveau européen. Donc on aime bien mettre du Delors en avant, comme ça, il va faire du social, il va être la couverture de l'ordolibéralisme allemand. Et là, maintenant, c'est Barnier. Barnier, je vous la fais bref, parce que je crois que j'avais une demi-heure et puis j'ai qu'un quart d'heure. Mais Barnier, c'est l'homme qui a avalé la loi sur le secret des affaires. Alors, je vous la fais brève, mais il reçoit d'un lobby qui s'appelle le TSIC, qui s'est créé pour l'occasion, qui est notamment constitué de l'industrie chimique, un truc qui dit il faudrait harmoniser la loi sur le secret des affaires. Et c'est avec enthousiasme que Barnier répond, il dit oui, on va le faire, on va le faire, c'est vraiment super, et on va montrer que c'est vraiment un truc qu'il faut absolument faire, l'harmonisation du secret des affaires. Vous voyez, nous on attend l'harmonisation fiscale, l'harmonisation sociale, l'harmonisation environnementale depuis 30 ans, mais là, eux, ils demandent, là, leur espèce de truc qui existe depuis 15 jours, et ils l'ont dans la foulée. Et alors, il faut faire une étude. Qu'est-ce qu'on va interroger? On demande au lobby, qu'est-ce qu'il faut interroger? Barnier demande qu'est-ce qu'il faut interroger. Il faut inviter des journalistes à une conférence de presse. Eh bien, Barnier demande au lobby quel journaliste il faut interroger. Et c'est comme ça que ça s'est passé. Et quand il lance une enquête publique, il demande au lobby de bien mobiliser les troupes pour que dans l'enquête publique, on dise que c'est bien la loi sur le secret des affaires. Et finalement, vous avez 75% des gens qui répondent quand même que c'est pas bien, et ils le passent quand même, et ça descend au niveau français, et on vient de le valider. Et si par exemple les malades du lévothyrox, aujourd'hui, ne peuvent pas accéder à la composition de leurs médicaments, à la composition moléculaire des médicaments, c'est grâce à la loi du secret des affaires, grâce à Michel Barnier. Donc moi je préfère quand c'est franc du collier et sans chichi, comme Jean-Claude Juncker. Bon. Vous savez, il paraît que l'existence précède l'essence, d'après Sartre. Mais moi, en matière d'Union européenne, je suis malheureusement convaincu qu'il y a une essence qui précède l'existence. Qu'il y a un ADN qui est libéral. Qu'on a affaire là à des petits soldats de Milton Friedman, des milliers de fonctionnaires qui sont faits comme ça. Que dès la naissance, on a comme dogme la libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers.
Je ne crois pas, moi, à la fable d'une Union européenne qui aurait mal tourné. Ah, on a voulu faire Erasmus, et puis finalement, on s'est retrouvé avec les délocalisations, vous voyez? Non, c'est pas ça. C'est pas ça. L'histoire de l'Union européenne, c'est une histoire de traité entre États, guidée par des intérêts financiers. Je ne vais pas en faire la démonstration là, mais les seules dates de l'histoire de cette union, ce sont des traités. C'est Maastricht, c'est Lisbonne, et ainsi de suite. Je veux dire, ça fait une grande différence en termes d'ADN par rapport à la France. On peut dire qu'aujourd'hui, on est dans une démocratie bourgeoise ou dans une non-démocratie, mais notre histoire, elle est faite de contradictions. Elle est faite du fait qu'on intègre les mouvements populaires au fil de notre histoire. 1789, 1871, 1936, 1945, 1968, ce sont des dates dans notre histoire. L'Union européenne, il n'y a pas ça. On a une histoire qui n'est faite que d'une série de traités où figure constamment la concurrence libre et non faussée et la libre circulation des capitaux et des marchandises. Ce qui fait qu'on a un discours de l'Union européenne qui est sans dialectique, sans contradiction, qui est dogmatique, qui est uniforme, avec une espèce de rigidité qui est incarnée en termes de bâtiment par le Berlaymont, qui est le bâtiment de la Commission européenne à Bruxelles, un immense paquebot de fer et d'acier, 30 étages de haut, et vous voyez là, c'est une incarnation physique de la rigidité de cette Union européenne. Pour vous dire, mon scepticisme, d'ailleurs cette expression des petits soldats de Milton Friedman, je l'emprunte à un agriculteur de l'Isère qui faisait des abricots et qui se voyait concurrencé par les Espagnols, qui n'arrivaient plus à vendre ses abricots et qui était monté à Bruxelles, qui avait rencontré les fonctionnaires du pôle laitier, qui lui avait expliqué on va faire cesser les quotas, on va déréguler le marché, avec la catastrophe qu'on connaît aujourd'hui pour les producteurs de lait. Et il avait dit, cet agriculteur avait dit, on avait affaire aux petits soldats de Milton Friedman. Mais c'est exactement ça. Pour vous dire, moi, mon scepticisme, quant à notre capacité, quant à la capacité de changer cette Union européenne, moi, je vous dis mon scepticisme. Je n'y crois pas. Je ne suis pas là pour faire du flanc, moi. Je dis ce que je pense. Je ne crois pas à la capacité de changer cette Union européenne. Alors, vous allez me demander, à quoi bon, du coup, voter pour Leïla, quoi? Moi, je crois qu'il y a un rôle. Il y en a plusieurs. La première chose, c'est un rôle de lanceur d'alerte. On a besoin de gens qui soient là-haut et qui appuient sur le bouton rouge pour nous dire « Attention, il y a un truc qui est en train de passer, attention, il y a un truc qui est en train de passer, il faut que ça bouge chez vous ». Parce qu'on n'a pas le regard qui est naturellement tourné vers Bruxelles. Quand on va en Belgique, les chercheurs belges, les sociologues, les anthropologues, les économistes, ils ont le regard tourné vers la Commission européenne. Ils l'observent, ils la scrutent, ils regardent les textes. Pourquoi? Parce que critiquer le gouvernement belge et puis le roi, c'est un peu chiant. Donc, ils préfèrent critiquer la Commission européenne. Comme nous, on a le regard tourné qui est tourné vers l'Elysée. Ben là, ils ont le regard tourné vers ça. Donc, il nous faut, nous, des lanceurs d'alerte, des veilleurs. Toi, sur, par exemple, l'évasion fiscale, mais on peut avoir Marina sur le droit du travail. Enfin voilà, un certain nombre de veilleurs, de lanceurs d'alerte qui aient des spécificités et qui nous alertent là-dessus. Mais finalement, vous savez, ce qu'on fait à l'Assemblée nationale, c'est essentiellement un rôle de lanceur d'alerte aussi. Parce que notre impact réel pour bousculer les lois, il n'est pas immense, voire nul. Bon, même, ouais. Bah oui, c'est vrai. Mais ceci dit, c'est pas pour autant que notre rôle est nul. Et je pense qu'il y a la même nécessité. Ensuite, je pense qu'il faut qu'on s'habitue à désobéir. Il faut qu'on s'habitue à péter les cadres. Et là, il faut qu'on envoie des députés qui secouent le bazar et qui nous montrent le chemin, qui soient nos représentants et qui nous montrent qu'on va secouer le bazar, qu'on ne va pas respecter leurs règles, qu'on parlera quand on aura envie de parler, qu'on mettra un maillot de foot si tu veux le mettre à la tribune de l'Union européenne. Voilà, il nous faut des gens qui désobéissent et qui nous montrent le chemin de la désobéissance. Enfin, moi, j'ai dit que je ne crois pas à la transformation de l'Union européenne. C'est pas pour autant que je ne crois pas qu'une autre Europe soit possible. Je crois qu'il faut qu'on peut pas. Moi, je suis pas. On n'est pas l'île, on n'est pas une île comme les Britanniques et à s'isoler. Je pense qu'il faut d'ores et déjà, et c'est bien qu'il y ait eu une Espagnole pour venir intervenir ici. Il faut évidemment jeter les ponts d'une autre Europe. Moi, je crois à la possibilité pour la France, à la place d'être le bon petit soldat ou la bonne petite couverture de l'Allemagne, d'être le leader des pays du Sud.
Je pense que Hollande, quand il a été élu, s'il avait vraiment une vision européenne, il aurait dû faire la tournée des capitales européennes, et y compris des gouvernements de droite, Portugal, Espagne, Italie, Grèce, et fonder un pôle d'une Europe en souffrance aujourd'hui. Et je crois que là, il y a la nécessité de construire par des liens cette autre Europe pour faire que si jamais demain on désobéit aux traités, parce qu'il va falloir désobéir à ces traités-là, rien n'est possible dans le cadre de ces traités. Quand on voudrait libre circulation des capitaux et des marchandises, y compris avec les pays tiers, ça veut dire que vous êtes le couteau sous la gorge de la compétitivité et de la concurrence sur tout. Donc il va falloir désobéir à ces traités. Mais il va falloir qu'on entraîne derrière nous. Il ne faudra pas qu'on reste seul. Il va falloir qu'on trouve le chemin d'ouvrir une autre Europe, et je te fais confiance pour trouver des camarades espagnols, portugais, italiens, belges, néerlandais, avec qui poser ces bases-là. Bon, et puis surtout, si elle est prête à se dévouer, il faut l'envoyer, quoi. Mais non, parce que, punaise, je veux dire, t'es pas allé là-bas voir un peu où est-ce que c'est le boulot? Mais c'est quand même hyper triste. Vous savez, il y avait 30 000 habitants dans le quartier européen avant. Il en reste 900. Ils ont fait fuir le peuple de Bruxelles. Mais oui, et déjà c'est quand même un signe quand la capitale de l'Europe se construit en éliminant le peuple de là où il se trouve. Donc voilà, c'est quand même encore plus triste que le 7e arrondissement où il y a l'Assemblée nationale. Pour trouver un kebab, c'est pas facile, quoi. Bon. Donc voilà, si elle est d'accord pour aller là-haut, on l'y envoie, quoi. Voilà, non, et je suis convaincu vraiment qu'on a besoin de Leïla pour nous défendre et pour nous lancer des alertes au niveau de Bruxelles. Voilà, voilà, j'ai confiance. Et à la fin, c'est nous qu'on va ? À la fin, c'est nous qu'on va ? Merci.